Avez-vous déjà ressenti cette intuition inexplicable, comme si quelque chose n'allait pas? Ce froid dans le dos qui vous fait remettre en question tout ce que vous croyez être vrai? Je l'ai senti. Et ce que j'ai découvert a failli détruire non seulement l'avenir de mon fils, mais aussi notre relation. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 70 ans et je vis dans une charmante maison en pierre à la périphérie de Marseille, en France. Un endroit où le temps semble passer plus lentement, entre les vignes et l'arôme du pain frais chaque matin. Je vis seule depuis le décès de mon mari, Michel, il y a 5 ans. Notre fils unique, Antoine, était ma raison de continuer. La maison où j'habite appartient à la famille Dubois depuis 3 générations. Les murs en pierre calcaire, typiques de la Provence, racontent les Noëls en famille, les anniversaires célébrés dans le jardin sous le vieil olivier et les dimanches farniantes du vivant de Michel. Il était médecin aussi, comme notre fils maintenant. Il disait que la médecine était une vocation qui coulait dans le sang de la famille, tout comme l'amour du bon vin et les histoires racontées autour de la table. Ma routine est simple et réconfortante. Je me lève tôt, ouvre les fenêtres en bois bleu pour laisser entrer la brise méditerranéenne. Je prépare mon café, fort et aromatique, et je l'emporte sur le petit balcon qui surplombe la mer au loin. Je salue mes voisins, les Laurent, un couple de retraités comme moi, et Madame Fournier, veuve de plus longue date que moi, qui entretient un jardin enviable. Les mardis et jeudis, je vais au marché local pour acheter du fromage, du pain et des légumes frais. Parfois, je m'arrête à la librairie de Monsieur Moreau, où je trouve des romans et des livres d'histoire pour occuper mes après-midi. C'est une vie paisible, mais pleine de petites joies. Et le plus grand d'entre eux a toujours été Antoine. Antoine a 35 ans et est médecin au CHU de Marseille. Intelligent, dévoué et malheureusement parfois trop naïf quand il s'agit de cœur. Depuis tout petit, il avait ce regard rêveur, croyant toujours au meilleur des gens. Je me souviens quand, à 8 ans, il a donné toutes ses économies à un homme de la rue qui lui disait qu'il avait besoin d'argent pour rentrer chez lui. Michel a essayé de lui expliquer que les gens ne sont pas toujours honnêtes, mais Antoine a répondu, avec cette certitude enfantine, s'il a dit qu'il en avait besoin, c'est parce qu'il en avait besoin, papa. Cette même confiance qu'il a portée tout au long de sa vie. À l'école, quand il faisait confiance à ses camarades de classe qui copiaient ensuite son travail. À la faculté de médecine, quand il prêtait ses livres coûteux et ne les récupérait pas toujours. Et maintenant, amoureux. Il y a 2 ans, il rencontre Camille, professeure d'art de 28 ans dans une prestigieuse école privée. Je me souviens bien du jour où il l'a présentée. C'était un dimanche de printemps, le Mistral soufflait doucement par les fenêtres ouvertes de ma cuisine. J'avais préparé de la bouillabaisse, le ragoût de poisson traditionnel provençal qui était le préféré d'Antoine. Elle est entrée chez moi avec un sourire timide, portant un bouquet de lavande et un vin blanc local. Belle, avec des cheveux noirs bouclés qui lui tombaient sur les épaules, de grands yeux expressifs et une élégance naturelle dans ses mouvements. Elle s'habillait avec une simplicité sophistiquée, un chemisier en soie crème, un pantalon foncé bien coupé et un délicat collier de perles. « Madame Dubois, dit-elle en tendant le bouquet, Antoine parle tellement de vous. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. » Son accent révélait ses origines du nord de la France plus accentuées, plus rapide que notre accent du sud. Plus tard, elle me racontera son enfance à Lille, comment elle est tombée amoureuse du sud après un voyage scolaire à Aix-en-Provence et comment elle a travaillé dur pour obtenir un poste au Conservatoire des Beaux-Arts de Marseille. Lors de ce déjeuner, j'ai remarqué comment Antoine la regardait. Je connaissais ce regard, c'était le même que Michel me lançait, même après 40 ans de mariage. Un regard d'admiration, de fascination. Comme si elle était la réponse à une question qu'il ne savait même pas qu'elle se posait. Au bout de 6 mois, ils furent fiancés et le mariage devait avoir lieu au printemps suivant, dans la petite chapelle où nous baptisâmes Antoine. Une chapelle en pierre du XIIe siècle, dotée de vitraux qui filtrent la lumière du soleil en motifs colorés sur le sol en marbre. C'est là que j'ai épousé Michel, où nous avons baptisé Antoine et où nous avons dit au revoir à Michel lors de ses funérailles. Les murs de cette chapelle abritent les souvenirs les plus importants de notre famille. Comme toute mère,
Je voulais juste que mon fils soit heureux. Alors, même si j'ai trouvé tout un peu précipité, j'ai ouvert mon cœur à Camille. J'ai tout fait pour elle. J'ai partagé des recettes familiales, la tarte tatin que Michel adorait, la ratatouille que ma mère m'a appris à faire, le cassoulet que je prépare les jours les plus froids de l'hiver. Il a raconté des histoires sur Antoine quand il était petit, comment il insistait pour dormir avec son stéthoscope jouet, comment il avait l'air sérieux lorsqu'il examinait ses ours en peluche malades, comment il pleurait lorsqu'il sauvait un oisillon tombé de son nid. J'ai personnellement cousu les nappes pour les fiançailles, avec de la dentelle délicate et des monogrammes entrelacés de leurs noms. Je lui ai montré la vieille malle où je gardais la mantille en dentelle que je portais à mon mariage et que j'espérais qu'elle porterait aussi, suivant la tradition familiale. Je l'ai emmenée voir les meilleurs endroits pour acheter des épices provençales, les antiquaires où elle pourrait trouver des petits trésors pour sa future maison, les jardins cachés de la ville où elle pourrait trouver l'inspiration pour ses cours d'art. Je l'ai invitée au déjeuner du dimanche, je l'ai emmenée au marché de producteurs locaux pour choisir les meilleurs fromages et vins. Je l'ai emmenée au Vieux-Port, le cœur historique de Marseille, où les pêcheurs vendent chaque matin leurs prises directement depuis les bateaux. Je lui ai montré mes endroits préférés, la petite pâtisserie du quartier du Panier qui fabrique les meilleurs calissons, bonbons traditionnels aux amandes, le magasin de tissus du cours Julien où j'ai acheté le tissu pour la robe de baptême d'Antoine, l'ancienne librairie près de la Canebière où Michel achetait ses livres de médecine. Je lui ai enseigné nos traditions familiales, lui montrant comment nous faisions les choses depuis des générations. Comment nous avons célébré le réveillon de Noël avec 13 desserts traditionnels provençaux. Comment nous avons préparé la maison pour Pâques, avec des branches d'olivier aux fenêtres. Comment, le jour de l'anniversaire d'un être cher, nous accrochions ses photos dans toute la maison pour célébrer sa présence dans nos vies. Camille souriait toujours, disait toujours merci. Tu es si gentille avec moi, Claire, disait-elle en utilisant mon prénom comme j'avais insisté. C'est comme si je faisais déjà partie de la famille. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas définir. Un petit tremblement dans votre voix lorsque vous parlez du mariage ? Un regard lointain quand on évoque le futur ? Ou peut-être était-ce simplement l'anxiété naturelle de la mariée ? J'en ai parlé à mon amie Monique, lors d'une de nos promenades matinales le long de la Corniche, la belle promenade du bord de mer. Je suppose que je suis une belle-mère paranoïaque, avouai-je alors que nous regardions les pêcheurs revenir avec leurs bateaux. Mais parfois, j'ai l'impression que Camille, hésitante. Monique, qui me connaît depuis que nous avons déménagé à Marseille en tant que jeune mariée, a ri doucement. Claire, toutes les mariées sont nerveuses. Tu te souviens comment tu étais avant ton mariage ? Ta mère m'a dit que la veille, elle t'avait trouvé en train de faire une valise en disant que tu allais à Paris. J'ai ri au souvenir. C'était vrai. La peur de l'inconnu, le poids de la décision qui allait changer ma vie à jamais. Je l'avais ressenti aussi. Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai juste peur de perdre mon Antoine au profit d'une autre femme. Monique me serra doucement le bras. Il ne s'agit pas de perdre, ma chère. Il s'agit de partager. Le cœur d'un enfant a de la place pour de nombreux amours. Ces paroles m'ont réconforté et j'ai décidé d'écarter mes inquiétudes. Camille était jeune, belle, intelligente. Il était naturel qu'elle soit nerveuse à l'approche du mariage. Et Antoine était si heureux, si plein de projets d'avenir. Qui étais-je pour laisser mes intuitions obscurcir ce bonheur ? C'est un mardi pluvieux de novembre que tout a changé. Antoine était de garde à l'hôpital et Camille m'a demandé de l'aider à organiser une fête. Elle venait chez moi après le travail. La pluie tombait abondamment sur Marseille, transformant les rues pavées en ruisseaux scintillants. Le vent marin soufflait contre les fenêtres, faisant vibrer les volets en bois en rythme. J'ai chauffé la maison, allumé la cheminée du salon et préparé la cuisine pour notre réunion. J'ai préparé un dîner simple, une quiche lorraine et une salade aux légumes de mon jardin. La quiche, avec sa pâte au beurre et sa garniture crémeuse au bacon et au gruyère, remplissait la maison de son arôme réconfortant. J'ai ouvert une bouteille de Beaujolais, un rouge léger et fruité qui s'accordait parfaitement avec la quiche.
J'ai allumé quelques bougies et les ai placées sur la table en bois antique que j'avais héritée de ma grand-mère. J'ai organisé des albums photos du mariage et du baptême d'Antoine, pensant que Camille pourrait s'en inspirer pour son propre mariage. Je voulais que ce soit une soirée agréable entre nous deux, une occasion de nous rapprocher encore davantage, de solidifier le lien que j'espérais avoir avec la future épouse de mon fils, la future mère de mes petits-enfants. À cette heure convenue, Camille n'était toujours pas arrivée. Je ne m'inquiétais pas, la circulation à Marseille est chaotique les jours de pluie. À 7h30, j'ai reçu un texto, « Désolé, je suis en retard, Claire. La circulation est épouvantable. Je serai là dans 15 minutes. » Camille est arrivée en retard, ses vêtements mouillés par la pluie. Ses cheveux noirs, généralement bien coiffés, étaient humides et ébouriffés. Elle portait une robe simple sous un manteau détrempé, que je l'ai aidée à accrocher près de la cheminée pour qu'elle sèche. « Quelle horrible nuit !» commenta-t-il en acceptant le verre de vin que je lui offrais. « Merci de m'avoir reçu, surtout par ce temps. » Alors que nous étions assis à table, j'ai remarqué qu'elle semblait nerveuse, distraite. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner et elle répondait par des messages rapides, détournant toujours l'écran de moi. « Est-ce que tout va bien, Camille ?» ai-je demandé en lui versant du vin. « Oui, Claire, désolée. C'est juste, le travail, répondit-elle, rangeant finalement le téléphone. Nous avons dîné, parlé des fleurs, du menu, de la liste des invités. Camille semblait absente, regardant constamment sa montre. Quand nous avons fini, elle est allée aux toilettes et a laissé son téléphone sur la table. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Une notification a illuminé l'écran. Je ne voulais pas espionner, je le jure sur la mémoire de mon Michel. Mais le nom qui apparaît, Laurent, suivi des premiers mots du message, « J'ai hâte de te voir demain, mon amour. » Mon cœur s'est arrêté. Mes mains tremblaient. En 70 ans de vie, je n'ai jamais ressenti une douleur aussi aiguë qu'à ce moment-là. Pas à cause de ma trahison, mais à cause de ce que cela signifierait pour mon Antoine. Camille revint, décrocha rapidement le téléphone en voyant mon expression. Nos regards se sont croisés pendant une seconde et elle a su que je l'avais vue. Nous n'avons rien dit. Elle inventa une excuse et partit précipitamment, laissant derrière elle non seulement les catalogues de décoration mais aussi le masque de mariée parfait qu'elle portait depuis des mois. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Que dois-je faire? Le dire à mon fils et potentiellement détruire son bonheur? Ou garder le silence, lui permettant d'épouser une femme qui l'a trompé? Les mères connaissent leurs enfants comme personne d'autre. Et je savais qu'Antoine avait besoin de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mais je savais aussi que j'aurais besoin de preuves. Il aimait trop Camille pour me croire sur parole. C'est ainsi qu'a commencé ma mission, une mission que je n'aurais jamais imaginé avoir à 70 ans pour découvrir la vérité sur la fiancée de mon fils. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un objectif clair en tête. Peut-être n'étais-je qu'une vieille femme aux yeux de beaucoup, mais je possédais toujours la détermination et la ruse qui m'ont aidé à survivre aux épreuves de la vie. Le ciel de Marseille était exceptionnellement clair ce matin-là, comme si l'orage de la nuit précédente avait emporté toutes les impuretés. De ma chambre, je voyais au loin le bleu profond de la Méditerranée, constant et immuable, différent du tourbillon d'émotions qui secouait mon cœur. Je restai assis un long moment au bord du lit, regardant la photo de Michel sur la table de chevet. C'était une image de lui souriant dans notre jardin, prise quelques mois avant sa mort. Parfois, dans des moments difficiles comme celui-ci, je lui parlais, comme s'il pouvait m'entendre à travers le silence des années. « Que ferais-tu, mon amour ?» murmurai-je au portrait. « Comment pouvons-nous protéger notre enfant sans détruire son bonheur ?» Le silence qui a suivi ne m'a apporté aucune réponse, seulement la certitude que, comme toujours, je devrais trouver ma propre voie. Michel a toujours dit que j'étais la force silencieuse de notre famille, apparemment fragile comme de la porcelaine, mais dotée d'une résilience intérieure capable de résister à toutes les tempêtes. Je me suis habillée avec soin, une jupe bleu marine, une blouse en coton blanc, un cardigan léger.
J'ai attaché mes cheveux gris en un simple chignon et appliqué un rouge à lèvres doux. Je voulais ressembler exactement à ce que tout le monde voyait en moi, une grand-mère gentille et inoffensive. Personne ne soupçonnerait que derrière cette apparence fragile se cachait une femme en mission. Il me fallait d'abord confirmer mes soupçons. Un message isolé pouvait avoir des explications innocentes, aussi improbables que cela paraisse. Qui sait, Laurent n'était qu'un collègue ? Peut-être que le message concernait une surprise pour Antoine ? Mon cœur voulait y croire, même si mon esprit savait que c'était peu probable. Mon projet était simple, me rapprocher encore plus de Camille, en lui proposant de l'aider de manière plus intense dans les préparatifs du mariage. Plus nous passions de temps ensemble, plus j'aurais de chances de découvrir la vérité. J'ai préparé un café fort et je l'ai bu lentement tout en rassemblant mes pensées. Alors, prenant une profonde inspiration pour reprendre courage, j'ai pris mon téléphone, un smartphone qu'Antoine avait insisté pour que je possède, en cas d'urgence, maman, et j'ai appelé Camille. Je l'ai appelée tôt le matin, avec la voix la plus douce que j'ai pu rassembler. Camille, chérie, j'ai pensé, tu es tellement occupée par ton travail. Pourquoi ne me laisses-tu pas m'occuper de certains détails du mariage ? Je peux t'accompagner chez le fleuriste cette semaine, et aussi à la pâtisserie pour décider du gâteau. Il y eut un silence à l'autre bout du fil avant qu'elle ne réponde d'une voix hésitante. C'est très gentil de ta part, Claire, mais je ne veux pas te contrarier. Quelle absurdité! Antoine est mon fils unique. Ce mariage est aussi important pour moi que pour toi. Je pouvais sentir son hésitation au téléphone. Pourrait-elle réfléchir à la manière de m'éviter ? Comment faites-vous pour que vos deux vies soient séparées, celle de fiancée dévouée d'Antoine et celle d'amante secrète de Laurent ? D'ailleurs, continuai-je avant qu'elle ne trouve une autre excuse, Michel et moi nous sommes mariés dans cette même chapelle. Je connais tous les vendeurs locaux, les meilleurs endroits pour trouver tout ce dont nous avons besoin. Ce serait un plaisir de partager ça avec vous. J'ai évoqué Michel délibérément, en faisant appel à la sentimentalité, au poids de la tradition familiale. C'était un coup bas, je le savais, mais nécessaire. À contre-cœur, elle finit par accepter. Nous avons convenu de nous retrouver jeudi, son jour de congé, pour rendre visite au fleuriste du centre de Marseille. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une vague de culpabilité. Il manipulait la situation, agissait avec duplicité exactement ce qu'il condamnait dans Camille. Mais ensuite je me suis souvenu du regard joyeux d'Antoine lorsqu'il parlait de son avenir avec elle, des projets qu'ils faisaient ensemble, et ma détermination s'est renforcée. Si je me trompais, personne n'aurait besoin d'être au courant de cette petite enquête. Mais si j'avais raison. Au cours des 2 jours suivants, j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé faire, j'ai cherché sur Internet comment découvrir la tricherie. Moi, Claire Dubois, qui savait à peine utiliser un smartphone il y a quelques années, je lisais désormais des articles sur les applications de messagerie, les réseaux sociaux et les méthodes d'enquête. Antoine m'avait offert une tablette à Noël dernier, pour que tu puisses m'appeler en vidéo et regarder des photos plus facilement, dit-il. Maintenant, ce cadeau est devenu mon outil d'enquête. J'ai passé des heures à faire des recherches, à lire des articles sur les signes d'infidélité, sur la manière dont les gens cachent leur liaison. J'ai découvert qu'il existait des schémas communs, des changements soudains de comportement, une surveillance téléphonique excessive, de vagues excuses concernant les engagements, de nouveaux intérêts qui émergent sans explication. Camille présentait plusieurs de ces signes, je m'en rendis compte le cœur lourd. Ma voisine et amie de longue date, Monique, m'a regardé avec étonnement lorsque j'ai partagé mes soupçons pendant notre thé de l'après-midi. Nous étions assis dans son jardin, à l'ombre d'une vieille glycine, les délicates tasses de porcelaine contrastant avec la gravité de notre conversation. « Claire, tu es sûre ? Camille a l'air tellement amoureuse d'Antoine. Monique et moi nous connaissons depuis plus de 4 décennies. Nos filles jouaient ensemble votre Margot et mon Antoine, même si Margot vivait maintenant à Montréal avec ses propres enfants. Monique connaissait toutes mes joies et mes peines, tout comme je connaissais les siennes. Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je voie ce message. Je dois en être sûr avant de lui dire quoi que ce soit.
Monique soupira en ajustant ses lunettes sur son visage ridé. Ses yeux bleus, bien que assombris par l'âge, conservaient toujours la perspicacité que j'avais toujours admirée. Alors soyez prudents. Découvrir la vérité fait parfois plus mal que l'ignorance. Ces paroles sont restées en moi pendant que je poursuivais ma petite enquête. Ai-je eu raison de poursuivre cette vérité? Ou vaudrait-il mieux laisser Antoine découvrir par lui-même quand il sera prêt? Mais ensuite je me suis souvenu du mariage prévu dans seulement 3 mois. De la chapelle en préparation, des invitations déjà envoyées, de la robe que Camille avait choisie et qu'Antoine n'était pas censé voir avant le grand jour. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il fallait le découvrir maintenant, pas quand il serait trop tard pour revenir en arrière. Jeudi, j'ai rencontré Camille sur la Canebière, l'avenue principale de Marseille. La journée était ensoleillée, typique du sud de la France même en fin d'automne. L'avenue était animée, comme toujours, des touristes prenaient des photos de la fontaine monumentale, des commerçants locaux vendaient leurs produits, des étudiants se bousculaient pour se rendre à l'université. Camille portait une robe légère à fleurs, ses cheveux noirs attachés en une tresse lâche. Elle paraissait ainsi plus jeune, presque vulnérable. Pendant un moment, j'ai remis en question mes soupçons. Comment cette jeune fille, qui souriait timidement en me voyant, pouvait-elle vivre une double vie? « Claire, c'est bon de te voir, dit-elle en m'embrassant sur les joues à la française. J'ai apporté une liste des arrangements auxquels je pensais pour l'église et la réception. Elle semblait nerveuse, vérifiant constamment son téléphone. Nous avons visité le fleuriste, une petite boutique près du Vieux-Port où l'arôme des fleurs fraîches envahissait chaque recoin de l'espace. Le propriétaire, Monsieur Lefebvre, était une vieille connaissance de la famille. Il avait fourni les fleurs pour mon propre mariage il y a près de 50 ans. Madame Dubois. Quel plaisir de vous revoir, s'est-il exclamé en m'apercevant. Et ce doit être la fiancée du jeune Antoine? Alors que Camille discutait des arrangements de pivoine et de rose, j'ai remarqué à quel point elle hésitait lorsque nous mentionnions des dates précises, comme si elle hésitait à s'engager complètement. Ensuite, nous nous sommes rendus dans un charmant café de la place aux Huiles pour discuter d'autres détails. L'endroit était cosy, avec des tables en fer forgé sous un auvent rayé et une vue sur le vieux port où des bateaux colorés flottaient doucement sur l'eau. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué. Chaque fois qu'elle recevait un message, un petit sourire apparaissait sur ses lèvres, différent du sourire qu'elle faisait à Antoine. C'était plus intime, plus secret. Des problèmes au travail? J'ai demandé innocemment quand elle a répondu au 3e message en moins d'une demi-heure. Non, juste une collègue qui a des questions sur un projet, répondit-elle rapidement en rangeant son téléphone d'un geste presque coupable. Hochant la tête, j'ai fait semblant de croire. Nous avons parlé du menu de réception. Antoine voulait quelque chose de traditionnel provençal, tandis que Camille préférait une approche plus moderne, avec des influences de la cuisine internationale. Il est tellement ancré dans la tradition, commenta-t-elle avec un léger soupir. Parfois, je me demande si je ne serais pas plus heureux avec quelqu'un qui partage davantage cette vision. Cette phrase a déclenché une alerte dans mon esprit. C'était une petite fenêtre sur ses doutes, sur l'hésitation que je remarquais. L'amour n'exige pas que nous soyons égaux, répondis-je prudemment, seulement que nous respections nos différences. Elle hocha distraitement la tête alors que son téléphone vibrait à nouveau. Le café était à moitié fini lorsqu'elle s'excusa. Claire, je dois établir une connexion rapide. Je serai de retour dans quelques minutes. Je l'ai regardée s'éloigner du café, parlant avec enthousiasme au téléphone, faisant des gestes qu'elle n'avait jamais fait avec mon fils. Son visage était illuminé, ses yeux brillaient avec une intensité qu'il montrait rarement en présence d'Antoine. Quand il revint, ses joues étaient roses, ses yeux brillaient. « Tout va bien ?» j'ai demandé. « Oui, où en étions-nous ?» Nous avons continué à parler de mariage, mais j'avais le cœur lourd. Les preuves s'accumulaient, mais elles n'étaient toujours pas suffisantes. Il avait besoin de quelque chose de concret, quelque chose qu'Antoine ne pouvait pas nier ou expliquer comme un malentendu. La semaine suivante,
Je lui ai proposé de récupérer des échantillons de tissu pour décorer les tables d'un magasin du quartier du Panier. Ce vieux quartier, avec ses ruelles étroites et escarpées, est le cœur historique de Marseille. Des maisons colorées aux volets en bois écaillés sont serrées les unes contre les autres, les vêtements sèchent sur des lignes tendues entre les fenêtres, de petites boutiques d'artisanat et des cafés confortables se cachent à chaque coin de rue. Camille m'a envoyé l'adresse par message et m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'accompagner car elle avait un rendez-vous à l'école où elle enseignait une réunion des professeurs qu'elle ne pouvait pas manquer. Ça te dérange d'y aller seule, Claire ? Je fais entièrement confiance à tes goûts, dit-elle au téléphone, sa voix douce et convaincante. Bien sûr que non, chérie. Je sais exactement quoi chercher. C'était un mardi matin, le quartier était relativement calme. Les touristes n'avaient pas encore envahi les rues étroites et les habitants étaient occupés à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Je montais lentement les escaliers raides, m'arrêtant de temps en temps pour reprendre mon souffle. À 70 ans, ces ascensions étaient plus difficiles que je ne voudrais l'admettre. J'arrive dans le charmant vieux quartier de Marseille, avec ses ruelles étroites et ses façades colorées. Le magasin se trouvait à côté d'un petit café avec des tables sur le trottoir. Un lieu typique du sud de la France, avec un auvent rayé protégeant les convives du fort soleil et des arômes de café et de croissants frais parfumant l'air. Alors que je cherchais le numéro exact, je me suis figé. Là, à moins de 20 mètres de moi, se trouvait Camille. Mais je n'étais pas seule et je n'étais engagée dans aucun engagement scolaire. Elle était assise à l'une des tables extérieures, tenant les mains d'un jeune homme séduisant. Il était grand, avec des cheveux noirs coupés courts et des lunettes à monture discrète encadrant des yeux expressifs. Il s'habille bien, avec l'élégance sans prétention typique des intellectuels français blazer sur un simple t-shirt, pantalon bien coupé. Il la regardait comme Antoine la regardait avec une adoration totale. Et pire encore, elle le regardait de la même façon. Il n'y avait aucun mystère, aucun doute. C'était le regard d'une femme amoureuse. Je me suis rapidement cachée derrière une fenêtre. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il puisse l'entendre même à cette distance. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine attraper mon téléphone. Avec des doigts maladroits, j'ai ouvert l'appareil photo et pris quelques photos du couple. Ils parlèrent intimement, se touchant le visage, complètement inconscients du monde qui les entourait. Elle riait comme elle le faisait rarement avec Antoine libre, insouciant, sans cette tension dont je réalisais maintenant qu'elle était toujours présente lorsque nous étions ensemble. À un moment donné, il s'est penché et l'a embrassée d'une manière qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Ce n'était pas un baiser entre amis, ni même une aventure informelle. C'était le baiser d'amant dévoué, qui partageait une profonde intimité. Les larmes coulaient sur mon visage ridé. Ce n'était pas seulement un message suspect. C'était une affaire complète, sous nos yeux, pendant que mon pauvre Antoine travaillait sans relâche à l'hôpital, rêvant de son avenir avec cette femme. Une femme âgée qui passait par là a remarqué mon état. « Madame, est-ce que tout va bien ? Avez-vous besoin d'aide ?» J'ai rapidement essuyé mes larmes, me forçant à sourire. « Je vais bien, merci. » Juste une poussière dans les yeux. Elle hocha la tête, pas entièrement convaincue, mais continua son chemin. J'ai jeté un dernier regard sur le couple, qui payait maintenant l'addition, prêt à partir. Camille vérifia sa montre calculant probablement le temps dont elle disposait avant de devoir retourner à l'école, pour entretenir sa façade. Je suis rentré chez moi dévasté, les photos alourdissaient mon téléphone comme du plomb. L'appartement qui semblait autrefois accueillant était désormais imprégné d'un sentiment de trahison. Je m'asseyais dans mon fauteuil préféré, celui où je voyais la mer au loin, et je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Michel. Que faire maintenant ? Comment puis-je montrer cela à mon fils sans lui briser le cœur ? Ou serait-il plus cruel de lui permettre de se marier sans le savoir ? J'ai passé l'après-midi dans un tourbillon d'émotions. Colère que Camille ait trompé mon fils. Tristesse pour les souffrances qu'Antoine allait affronter. Peur qu'il ne me croie pas, que notre relation soit endommagée. Et, je dois l'admettre, une petite partie de moi aussi s'est sentie trahie, elle était entrée dans nos vies,
avait gagné notre confiance, et tout cela était basé sur des mensonges. Ce soir-là, Antoine est venu dîner avec moi, comme il le faisait régulièrement. C'était une tradition que nous maintenions depuis qu'il quittait la maison pour étudier la médecine. Une fois par semaine, généralement le mardi, il venait chez nous pour un dîner fait maison et quelques heures de conversation. C'était notre moment privilégié, où il m'a parlé de son travail, de ses rêves, de ses projets. J'ai préparé son plat préféré, le bœuf bourguignon, un ragoût de bœuf au vin rouge, aux champignons et aux légumes, qui cuit lentement au four jusqu'à ce que la viande soit si tendre qu'elle se désagrège au simple toucher d'une fourchette. C'est la recette que ma mère m'a apprise, elle-même apprise de sa mère. L'arôme riche et réconfortant remplissait toute la maison, rappelant des souvenirs de dîners de famille, de rires partagés autour de la table. J'ai mis la table avec soin, en utilisant la nappe brodée que je réservais pour les occasions spéciales, en allumant des bougies parfumées, en plaçant des fleurs fraîches dans un petit vase en cristal. Il voulait que tout soit parfait, peut-être pour compenser la tempête qu'il savait approcher. Antoine est arrivé à 8 heures, apportant une bouteille de vin rouge du pays de Bandol et un petit bouquet de lavande. Il apportait toujours des fleurs, pour la plus belle femme de Marseille, dit-il en souriant, reprenant les mots que Michel utilisait. « Maman, ça sent merveilleux », dit-il en entrant, m'embrassant sur les joues. Il avait l'air fatigué, des cernes marquaient ses yeux mais heureux. J'ai eu une journée difficile à l'hôpital. Une enfant atteinte de leucémie, mais elle réagit bien au traitement. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons mangé le bœuf bourguignon qui était son préféré depuis qu'il était enfant. Il parlait avec enthousiasme de ses projets pour leur lune de miel en Provence, de la maison qu'il comptait acheter avec Camille dans les prochaines années, des enfants qu'ils auraient. J'ai visité une propriété à Aix-en-Provence, dit-il en se servant encore du ragoût. C'est une petite bastide du XVIIIe siècle, avec un jardin où les enfants pourraient jouer. Elle a besoin d'être rénovée, mais elle a du potentiel. Camille pourrait avoir un atelier pour son art et je pourrais faire le déplacement à l'hôpital tous les jours. La Bastide, comme on appelle les maisons traditionnelles de Provence, était le rêve d'Antoine depuis qu'il était étudiant. Il a toujours voulu élever ses enfants à la campagne, loin de l'agitation de la ville, au contact de la nature. Est-ce que Camille est enthousiasmée par l'idée ? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix neutre. Eh bien, elle préfère être plus proche de la ville, à cause de son travail à l'école. Mais je pense qu'elle adorera quand elle verra cet endroit. Nous prévoyons de le visiter le week-end prochain. Chaque mot était un poignard dans mon cœur. J'ai regardé son visage heureux, ses yeux qui avaient le même éclat que ceux de son père, et j'ai su que je ne pouvais pas le laisser continuer dans cette illusion. Mais je savais aussi que j'avais besoin de plus de preuves, quelque chose qu'il ne pouvait pas nier. L'occasion se présente lorsque, entre une bouchée et une autre, Antoine mentionne. « Ah, maman, Camille va à Paris la semaine prochaine. Conférence d'art moderne. Elle reste 4 jours. Je pensais te demander de rester avec moi quelques jours, puisque je serai seule. » J'ai essayé de garder ma voix ferme lorsque j'ai répondu. « Bien sûr, mon chéri. Je serais heureux de passer quelques jours avec toi. » Super. Nous pouvons regarder ces vieux films que vous aimez tant. Et je peux vous emmener au nouveau restaurant italien qui a ouvert ses portes près de l'hôpital. La nourriture est incroyable. Il semblait sincèrement heureux à l'idée que nous passions ce temps ensemble. Nous avons parlé d'autres sujets, la politique locale, le nouveau livre que je lisais, les projets pour Noël à venir. C'était notre première grande fête sans Camille qui allait rendre visite à sa famille à Lille. Ça va être étrange de ne pas vous avoir avec nous pour le réveillon du Nouvel An, a-t-il commenté en faisant référence au dîner de Noël. Mais je comprends qu'elle veuille aussi passer du temps avec sa famille. J'ai hoché la tête, me demandant si c'était un autre mensonge. Serait-elle vraiment en famille, ou en profiterait-elle pour passer les vacances avec Laurent? Pendant que nous faisions la vaisselle, j'ai demandé avec désinvolture. Dans quel hôtel Camille séjournera-t-elle à Paris? Au Mercure, près de la gare du Nord. L'école paie le voyage. J'ai hoché la tête, enregistrant l'information.
Je n'ai jamais été une personne suspecte, je n'ai jamais pensé qu'un jour j'envisagerais d'enquêter sur la fiancée de mon fils. Mais l'amour maternel est une force puissante, capable de transformer même la plus douce des femmes en détective déterminée. Après le départ d'Antoine, avec des baisers affectueux et la promesse de m'appeler le lendemain, je me suis assis sur le porche de ma maison. La nuit était claire, les étoiles scintillaient sur la Méditerranée comme des diamants éparpillés sur du velours sombre. Les lumières des bateaux lointains scintillaient à l'horizon et la brise apportait le parfum salé de la mer mêlé au parfum des jasmins qui poussaient dans mon jardin. C'était une nuit parfaite à Marseille, le genre de nuit qui normalement me remplissait de paix. Mais mon cœur était agité, mon esprit rempli de doutes. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé un vieil ami de mon défunt mari, Bernard, qui travaillait comme détective privé avant de prendre sa retraite. Nous étions tous les trois amis, Michel, Bernard et moi, depuis notre jeunesse. Bernard avait été le témoin de notre mariage et Michel l'a aidé lorsqu'il a eu un grave accident de voiture il y a des années. Bernard répondit à la deuxième sonnerie, sa voix grave et réconfortante rappelant des souvenirs d'époque plus simples. « Claire ? Quelle agréable surprise. Comment vas-tu ? » « Bernard, j'ai besoin de ton aide, » dit-il directement, sans détour. « Il s'agit d'Antoine. »« Antoine ? Est-ce qu'il va bien ?» Le ton inquiet était évident. « Il va bien physiquement, mais... » J'ai hésité, puis j'ai expliqué la situation, les larmes à peine contenues dans ma voix. Je lui ai parlé du message que j'avais vu par hasard, de mes observations ultérieures, du couple que j'avais surpris au café. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Alors Bernard soupira lourdement. « Claire, dit-il d'une voix grave après avoir entendu mon histoire, es-tu sûre de vouloir suivre cette voie ? La vérité n'est pas toujours le meilleur remède. Je veux que mon fils soit heureux, Bernard. Vraiment heureux. Ne pas vivre dans le mensonge. » Un autre soupir. « Très bien. Je vais t'aider. » Bernard nous propose de nous retrouver le lendemain, dans un petit café éloigné du centre, où il est peu probable que nous rencontrions quelqu'un que nous connaissions. J'acquiesçai, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Je faisais un pas qui allait changer à jamais la vie de mon fils, et peut-être aussi notre relation. J'ai passé la nuit éveillée, à me retourner et à réfléchir à toutes les possibilités. Et si j'avais tort ? Et s'il y avait une explication innocente à tout cela ? Et si Antoine ne me pardonnait jamais de m'immiscer ainsi dans sa vie ? Mais ensuite je me suis souvenu du baiser dont j'avais été témoin, de la façon dont Camille regardait Laurent, et j'ai su qu'il n'y avait aucune explication innocente possible. Le lendemain matin, je me suis habillé avec soin, optant pour des vêtements discrets qui n'attireraient pas l'attention. Le café où il rencontrera Bernard se trouve à La Joliette, un quartier en pleine mutation où se mêlent immeubles anciens et complexes commerciaux modernes. C'était un lieu neutre, loin des cercles sociaux d'Antoine et Camille. Bernard était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table au fond, d'où il pouvait surveiller l'entrée. Toujours le détective, même après des années de retraite. Il s'est levé en me voyant et m'a serré dans ses bras affectueusement. « Claire, ça fait du bien de te voir malgré les circonstances. » Bernard avait bien vieilli. Il avait toujours la posture droite et le regard attentif qui le caractérisait dans ses années de détective. Ses cheveux, auparavant noirs, étaient désormais complètement blancs, mais toujours abondants. Il portait des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou et ses mains, fortes et sûres, tenaient une tasse de café. Je me suis assis en face de lui, le remerciant quand il m'a également commandé un café. Pendant quelques instants, nous avons parlé de banalité, la météo, la santé, les nouvelles d'amis communs. Ensuite, Bernard posa ses mains sur la table, légèrement penché en avant. « Maintenant, redites-moi tout, en détail. Nom, date, lieu, tout ce dont vous vous souvenez. » Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé du message de Laurent, du comportement étrange de Camille lors de nos sorties, du couple que j'ai vu au café du Panier. Je lui ai montré les photos que j'avais prises et il les a examinées attentivement,
ses yeux exercés captant des détails que j'avais probablement manqués. Cette photo du couple suffit à les identifier, a-t-il noté en agrandissant l'image sur son téléphone. Vous avez dit qu'elle prétendait avoir une réunion à l'école aujourd'hui? Absent. Et demain soir, elle a dit à Antoine qu'elle allait dîner avec des collègues pour discuter d'un projet artistique pour ses élèves. Bernard prenait des notes dans un petit carnet, son écriture précise et ordonnée reflétait sa personnalité méthodique. Et la semaine prochaine, elle est censée aller à Paris pour une conférence, a-t-il poursuivi, tout en prenant des notes. À l'hôtel Mercure, près de la gare du Nord. Oui. Antoine a mentionné que l'école paie le voyage. 4 jours, du lundi au jeudi. Bernard ferma son cahier en buvant une gorgée de son café. Je vais faire quelques vérifications discrètes. J'ai des contacts à l'académie d'art où elle travaille, un ancien client dont la fille a été accusée à tort de plagiat. Je pourrais savoir s'il y a vraiment une conférence à Paris et si Camille est inscrite. J'ai ressenti un élan de gratitude envers cet homme, qui était prêt à utiliser ses contacts et son expérience pour aider un vieil ami. Et cet homme? Laurent? J'ai demandé. Ne vous inquiétez pas. S'il vit à Marseille et travaille dans le milieu universitaire ou artistique, il ne sera pas difficile de l'identifier. Marseille est une grande ville, mais certains cercles sont assez restreints. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan. Bernard ferait les premières vérifications, confirmerait l'existence de la conférence à Paris, vérifierait que Camille était bien inscrite, identifierait Laurent. Ensuite, en fonction de ce que nous découvririons, nous déciderions des prochaines étapes. N'allons pas trop vite, a-t-il conseillé. Nous avons besoin de preuves solides avant de parler à Antoine. Il ne croira pas facilement que la femme qu'il aime trahit sa confiance. Alors que nous nous disions au revoir sur le trottoir devant le café, Bernard me tenait les mains dans les siennes. Claire, je promets de faire ça le plus doucement possible. Pour Antoine, et pour toi. Merci, Bernard. Je ne sais pas ce que je ferais sans ton aide. Je suis rentré chez moi avec un peu moins de poids sur les épaules. Je n'étais plus seul dans cette situation impossible. Maintenant, j'avais un allié, quelqu'un avec une expérience et des ressources que je n'avais pas. Les 2 jours suivants se passèrent lentement. C'était comme si le temps mettait ma patience à l'épreuve. J'essayais de m'occuper d'activités normales, jardiner, faire du shopping au marché local, lire les romans policiers que j'aimais tant. Mais je pensais toujours à Antoine, à Camille, à la douleur à venir. Vendredi, Bernard m'a appelé. J'ai des informations, dit-il d'une voix sérieuse. Pouvons-nous nous revoir? Même café, même heure? J'ai immédiatement accepté. J'ai passé la matinée dans un état de nervosité croissante, vérifiant ma montre toutes les quelques minutes. À 15 heures, j'étais au café, assis à la même table où nous avions discuté auparavant. Bernard est arrivé ponctuellement, comme toujours. Cette fois, il avait un mince dossier sous le bras. Il s'est assis en face de moi, a commandé du café pour nous deux et a attendu que le serveur s'éloigne pour commencer. J'ai découvert des choses intéressantes, dit-il en ouvrant le dossier et en sortant quelques feuilles de papier. Tout d'abord, à propos de la conférence à Paris. Il y a une conférence sur l'art moderne la semaine prochaine, mais c'est pour les conservateurs de musées, pas pour les professeurs des écoles. Et ce n'est pas au centre, près de la gare du Nord, mais à la Défense, en périphérie. Mon cœur se serra. Camille avait donc menti à propos de la conférence. Deuxièmement, à propos de Laurent, poursuivit Bernard en me montrant une photo. C'était le même homme que j'avais vu avec Camille, désormais dans un contexte formel, en costume, aux côtés d'autres universitaires devant un bâtiment universitaire. Il s'appelle Laurent Girard, professeur d'histoire de l'art à l'université d'Aix-Marseille. Célibataire, 34 ans. Professeur d'histoire de l'art. Probablement dès qu'ils se sont rencontrés, lors d'un événement académique. Que as-tu découvert d'autre? Il a une maison de campagne à Cassis, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Une vieille propriété qu'il a héritée de ses grands-parents. Et Claire,
Il vient de louer une voiture il y a 2 jours. Cassis. La petite ville côtière connue pour ses calanques, ses falaises blanches et ses eaux cristallines. Un endroit parfait pour un rendez-vous romantique à l'abri des regards indiscrets. Comment savez-vous pour la voiture? Ai-je demandé, impressionné par l'efficacité de Bernard. Il sourit, un sourire triste. J'ai encore quelques contacts à l'agence de location de voitures du centre-ville. Laurent a loué une Peugeot 308 mercredi, dont le retour est prévu lundi soir. 4 jours complets. Les 4 mêmes jours où Camille était censée être à Paris. Comment puis-je en être sûr? Ai-je demandé, sentant le poids de la situation. Bernard hésita. Claire, il vaut peut-être mieux me laisser faire ça. Tu as presque 70 ans, tu ne devrais pas t'impliquer dans. Non, l'interrompis-je fermement. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Pour Antoine. À contre-cœur, Bernard me donna l'adresse de la maison de Cassis et me promit de m'y retrouver le lendemain. J'ai inventé une excuse pour Antoine, j'allais rendre visite à Monique, qui ne se sentait pas bien. Je vais être là tout le week-end, lui ai-je dit au téléphone. Monique a une grave grippe et ses enfants sont tous à l'étranger. Quelqu'un doit prendre soin d'elle. Antoine, toujours un fils attentionné, m'a proposé de m'accompagner. Ce n'est pas nécessaire, mon chéri. Tu es à ton service à l'hôpital dimanche. D'ailleurs, Monique ne voudrait pas que beaucoup de monde la voie dans cet état. Il accepta mon explication sans poser de questions, me faisant entièrement confiance, tout comme il faisait confiance à Camille. L'ironie ne m'a pas échappé. Samedi matin, Bernard est venu me chercher dans sa voiture, une Renault discrète et qui ne voulait pas attirer l'attention. Pendant le voyage jusqu'à Cassis, je suis resté silencieux, m'imprégnant du paysage de la côte méditerranéenne qui autrement me remplirait de joie. La route serpentait le long de la côte, révélant des vues imprenables sur la mer turquoise, de petites criques cachées entre des falaises blanches, des vignobles qui descendaient en pente douce jusqu'à presque toucher l'eau. Cassis était une ville de cartes postales, avec ses maisons colorées se reflétant dans les eaux calmes du port, les bateaux de pêcheurs ondulant doucement, les touristes flânant le long de la promenade. En d'autres temps, j'aurais apprécié sa beauté, peut-être en m'arrêtant pour prendre un café dans l'un des restaurants du bord de mer ou en explorant les boutiques d'artisanat local. Mais désormais, chaque kilomètre me rapprochait d'une vérité que je craignais de confirmer. La maison se trouvait dans une zone plus isolée, avec vue sur la mer. Une bâtisse provençale traditionnelle, avec des murs en pierre claire, des volets bleus et un toit en terre cuite. Tout autour, cyprès et oliviers formaient un tableau parfait, comme ceux que l'on voit sur les cartes postales de la région. Nous nous sommes garés à une certaine distance et avons attendu. Bernard a apporté un appareil photo doté d'un zoom puissant, celui utilisé par les photographes professionnels. Claire, peut-être devrions-nous appeler ton fils maintenant. Laisse-le voir par lui-même, suggéra Bernard après une demi-heure d'attente. Je secouai la tête. S'il n'y a rien, je vais juste lui faire du mal et ressembler à une vieille femme paranoïaque. C'est alors que nous les avons vus. Camille et Laurent sont sortis sur la terrasse de la maison, se serrant dans les bras, buvant du vin et admirant le coucher de soleil. Elle portait une robe blanche et légère, qu'elle n'avait jamais portée avec Antoine. Il disait toujours à quel point il aimait la voir en blanc, mais elle disait que la couleur ne lui allait pas. Laurent était torse nu, les bras autour de sa taille, tous deux parfaitement à l'aise, comme un couple qui se connaissait depuis des années. Bernard a pris plusieurs photos pendant que je regardais, ressentant chaque instant comme un coup de couteau. Lorsque Laurent l'embrassa passionnément en l'appuyant contre le mur de la terrasse, je détournai le regard, incapable de continuer à regarder. J'en ai assez vu, murmurai-je. Sur le chemin du retour, j'ai pleuré en silence. Pas pour Camille, pas pour la trahison elle-même, mais pour ce qu'elle ferait à Antoine. En tant que mère, j'ai toujours essayé de le protéger de la douleur. Quand il est tombé et s'est égratigné les genoux quand il était enfant, quand sa première petite amie a rompu avec lui au lycée, quand il a perdu un patient pour la première fois en tant que médecin réside. J'étais toujours là, lui offrant du réconfort, des conseils, une épaule sur laquelle pleurer.
Mais cette douleur, ce serait différent. Plus profond, plus permanent. Et je serais le messager. Bernard a essayé de me consoler. Il va souffrir maintenant, mais vous évitez des souffrances bien plus graves à l'avenir. Et s'il ne me croit pas? Ai-je demandé en essuyant mes larmes. Et s'il pense que j'invente tout ça parce que je n'approuve pas le mariage? C'est pour ça que nous avons les photos, Claire. Une preuve qu'il ne pourra pas nier. Preuve. Preuve de trahison. Des mots froids et cliniques pour décrire quelque chose d'aussi dévastateur que la fin d'un rêve. Lorsque je suis revenue à l'appartement d'Antoine, il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Maman? Que s'est-il passé? As-tu pleuré? Son appartement était confortable, une petite oasis d'ordre au milieu de sa vie bien remplie de médecins. Il était situé au 6e étage d'un immeuble ancien du quartier d'Andoum, avec vue sur la mer. Les murs étaient couverts de livres de médecine et de littérature classique, de photographies de famille et de quelques aquarelles que Camille avait peintes pour lui. Dans un coin, j'ai aperçu une valise entr'ouverte, celle de Camille, probablement en préparation pour le voyage à Paris. À côté d'elle se trouvait une robe pliée que j'ai reconnue comme étant la même que celle que je l'avais vue porter à Cassis cet après-midi-là. Je m'assis lourdement sur le canapé, épuisé par le bilan émotionnel de la journée. Antoine, nous devons parler. Antoine était assis à côté de moi, le visage visiblement inquiet. Il a toujours été comme ça, empathique, attentif aux émotions des autres. En tant que médecin, cette sensibilité était l'une de ses plus grandes qualités. En tant que fils et fiancé, cela le rendait vulnérable à la douleur que j'allais causer. Maman, que s'est-il passé? Monique est-elle pire? Je secouai lentement la tête. Je n'étais pas avec Monique aujourd'hui. Elle va bien. La confusion traversa son visage. Mais tu as dit... J'ai menti, Antoine. Pardonne-moi pour ça. Mais il y avait quelque chose que je devais découvrir, quelque chose de trop important pour l'ignorer. De quoi parles-tu? J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant tout le courage que j'avais. Il s'agit de Camille, ai-je commencé, d'une voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Ses yeux se plissèrent légèrement, reflet d'une méfiance qu'il montrait rarement. Qu'est-ce qui ne va pas avec Camille? J'ai tout raconté depuis le début, le message que j'ai vu par hasard, mes observations ultérieures et enfin le voyage à Cassis. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone, aussi bien celles que j'avais prises que les plus récentes de Bernard. Pendant qu'il parlait, j'ai vu son visage subir une transformation douloureuse de l'inquiétude à l'incrédulité, de l'incrédulité à la colère, et finalement au désespoir le plus profond. Cela ne peut pas être vrai, marmonna-t-il en regardant les photos. Il doit y avoir une explication. Sa voix tremblait, un mélange de colère et d'incrédulité. Ses mains normalement stables des mains de chirurgien, comme celles de son père tremblaient alors qu'il tenait mon téléphone, faisant défiler les images les unes après les autres. Mon chéri, j'aurais aimé qu'il y en ait. Crois-moi, je ne voulais pas être celui qui te montre ça. Il se releva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, me tournant le dos. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur la Méditerranée, contraste cruel avec l'obscurité qui s'installait en son cœur. Tu ne l'as jamais vraiment aimée, n'est-ce pas? Accusa-t-il, la voix tremblante d'émotion. J'ai toujours pensé qu'elle n'était pas assez bien pour moi. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Après tout ce que j'avais fait pour accueillir Camille, pour l'aimer comme une fille. Antoine, ce n'est pas juste. Je te traite comme une famille depuis le premier jour. Il se tourna vers moi, le visage déformé par la douleur et la colère. Des larmes non versées brillaient dans ses yeux et ses poings étaient serrés. Alors pourquoi fais-tu ça? Pourquoi essaies-tu de ruiner mon mariage? Sa voix retentit, pleine de douleur et de colère. Peut-être que je confonds les choses, peut-être que Laurent n'est qu'un ami, un collègue. Je secouai tristement la tête. J'ai compris son déni, c'était une réponse naturelle au choc, à la douleur. Qui voudrait croire que leur monde s'effondre,
Que la personne en qui ils ont entièrement confiance le trahit de la pire des manières? Regarde encore les photos, mon fils. Regarde ses yeux quand elle est avec lui. Et si tu as encore des questions, appelle l'hôtel Mercure à Paris et demande si elle y loge. Il m'a regardé pendant un long moment, ses yeux reflétant une bataille interne entre l'amour et la vérité qui était juste devant lui. Puis il décrocha lentement son propre téléphone. Les doigts toujours tremblants, il composa un numéro. Bonjour, je souhaite confirmer une réservation au nom de Camille Moreau pour la semaine prochaine. Il y eut une pause pendant qu'il écoutait. Son visage est devenu pâle. Merci, dit-il finalement en raccrochant. Il m'a regardé, les yeux désormais vides, vaincu. Il n'y a pas de réservation. Je me levai pour essayer de me rapprocher de lui, mais il recula. Bernard surveillait la maison de Cassis, dit-il doucement. Ils sont arrivés hier soir. Où a-t-elle dit qu'elle allait? Antoine déglutit. Dîner avec des collègues. Et la semaine prochaine? La conférence à Paris? Paris? Il répéta le mot comme s'il lui était étranger, incompréhensible. Puis, tout à coup, son expression changea. La tristesse a cédé la place à une colère froide et contrôlée. Il reprit le téléphone et composa rapidement le numéro. Camille? Où es-tu maintenant? Sa voix était étrangement calme, presque désinvolte. Il y eut une pause dans l'écoute, puis il reprit. Ah, avec Marie et Philippe, on discute du projet artistique. Que trouves-tu du nouveau restaurant du Vieux-Port? Une autre pause. Je vois. Écoute, j'ai oublié de te demander, as-tu confirmé ta réservation d'hôtel à Paris? Celui près de la gare du Nord? Même d'où je me tenais, je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix. Oui, Camille, bien sûr. Je comprends. Eh bien, amuse-toi bien avec tes collègues. Je t'aime. Il raccrocha, posant le téléphone sur la table avec beaucoup de précaution, comme s'il avait peur qu'un mouvement brusque puisse lui faire perdre complètement le contrôle. Elle a dit qu'elle était au nouveau restaurant du port, avec des collègues. Elle a confirmé que la réservation à Paris était effectuée. Sa voix était monotone, vide. 2 mensonges en un seul appel. Je voulais le serrer dans mes bras, le réconforter comme je le faisais quand il était petit et blessé. Mais je savais qu'il avait besoin d'espace, de temps pour traiter tout cela. Antoine. Pars, dit-il finalement, les mots sortant à peine de sa bouche. J'ai besoin d'être seul. Le cœur brisé, j'ai attrapé mon sac et je suis parti. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Monique, qui est venue me chercher à la gare. Je lui ai tout raconté, pleurant dans ses bras comme un enfant, dans sa petite chambre douillette, avec des photos de famille au mur et le parfum réconfortant de la lavande dans l'air. Peut-être que j'ai fait une énorme erreur, sanglotai-je. Peut-être que j'aurais dû me taire. Monique a caressé mes cheveux gris, comme nous l'avons fait ensemble dans les moments difficiles de notre vie. Quand Michel est mort, c'est dans ses bras que j'ai pleuré des nuits entières. Lorsque son mari l'a quittée pour une femme plus jeune, c'est moi qui l'ai tenue pendant qu'elle s'effondrait. Non, Claire. Tu as fait ce que n'importe quelle mère ferait par amour. Il comprendra ça, un jour. J'ai passé les 3 jours suivants dans l'agonie, à attendre des nouvelles d'Antoine. Il n'a pas répondu à mes appels, il n'a pas répondu à mes messages. C'était comme si j'avais perdu mon fils aussi. Bernard m'a appelé le 2e jour. Comment a-t-il réagi? Demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. Malheureusement, répondis-je sincèrement. Je crois qu'il a confronté Camille, mais je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Il ne veut pas me parler. Laisse-toi du temps, Claire. Cela fait beaucoup de choses à assimiler d'un coup. L'après-midi du 3e jour, alors que je perdais presque espoir, on a sonné à la porte. Mon cœur a raté un battement, serait-ce Antoine? Ou peut-être que Camille, venant me confronter, m'accuse de détruire sa relation? Je me dirigeai lentement vers la porte, ayant presque peur de l'ouvrir. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Antoine, pâle et avec de profonds cernes sous les yeux,
mais avec une expression différente dans les yeux. Sans dire un mot, il m'a serré fort dans ses bras et nous sommes restés là un long moment, partageant une douleur que les mots ne pouvaient exprimer. Finalement, il s'écarta en s'essuyant les yeux. « Puis-je entrer, maman ? Nous devons parler. » Antoine entra chez moi en silence, assis dans le fauteuil où son père lisait le journal chaque matin. C'était une vieille bergère, tapissée de velours bleu délavé, que Michel aimait car elle était confortable sur son dos après de longues heures debout à l'hôpital. Voir Antoine là, dans la même posture que son père, tête légèrement baissée, mains croisées sur les genoux, m'a fait monter les larmes aux yeux. La maison était calme. Seul le tic-tac de la vieille horloge de grand-père à l'entrée et le cri occasionnel d'une mouette à l'extérieur troublaient le silence. La lumière de l'après-midi entrait à flots par les portes-fenêtres, créant des motifs dorés sur le parquet ciré. Je lui ai apporté une tasse de thé à la camomille, comme je le faisais quand il était enfant et qu'il était malade. J'ai ajouté une cuillerée de miel, le miel de lavande que j'avais acheté au marché fermier, et un filet de citron, comme il l'aimait. Les petites routines, les gestes familiers étaient comme des points d'ancrage au milieu de la tempête émotionnelle à laquelle nous faisions face. J'ai parlé à Camille, dit-il enfin, la voix rauque comme s'il pleurait depuis des heures. Je l'ai confronté à propos de Laurent, de Cassis, de tout. Je m'assis à côté de lui, lui tenant la main. Il faisait froid, malgré la chaleur printanière à Marseille. Elle a avoué ? Ai-je demandé doucement. Antoine hocha la tête en prenant une gorgée de son thé. Ils se sont rencontrés il y a 1 an, lors d'un symposium d'art. Ils ont commencé comme amis, puis... Sa voix s'éteignit. Elle a dit qu'elle avait essayé de rompre plusieurs fois, qu'elle voulait vraiment m'épouser, construire une vie avec moi, mais qu'elle ne pouvait pas l'oublier. Oh, mon petit. Tu sais ce qui est pire, maman ? Une partie de moi l'aime toujours. Même après tout ça, même en sachant qu'elle était avec un autre homme pendant que nous préparions notre mariage. Il passa une main sur son visage fatigué. C'est pathétique, n'est-ce pas ? Non, Antoine. Il est humain. Le cœur ne suit pas la logique. Il me regardait avec les mêmes yeux marrons qu'il avait quand j'étais enfant, plein de vulnérabilité. Comment le savais-tu ? Comment as-tu réalisé ce qui se passait alors que moi, qui étais à ses côtés tous les jours, je ne remarquais rien ? J'ai souri tristement. Une mère le sait. Non pas parce que nous sommes plus intelligents ou plus observateurs, mais parce que notre amour nous rend vigilants. Nous voyons à travers des masques que les autres ne peuvent pas voir. Dans les jours qui ont suivi, Antoine a passé beaucoup de temps chez moi. Il a annulé le mariage, envoyé des emails à tous les invités, rendu les cadeaux. Chaque étape était douloureuse, comme si je démontais l'avenir que j'avais prévu pièce par pièce. Camille a essayé de lui parler à plusieurs reprises. Appels, messages et même lettres manuscrites laissées dans votre boîte aux lettres. Antoine a lu la première lettre, puis m'a dit qu'il avait jeté les autres sans les ouvrir. Elle est même venue à ma porte, implorant une chance de s'expliquer. Antoine, cependant, était ferme. Certaines trahisons sont impossibles à surmonter. À la veille de ce qui aurait été son mariage, Antoine s'est présenté à ma porte avec une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, le vin préféré de son père. Je pensais que nous pourrions porter un toast à la sagesse des mères, a-t-il déclaré avec un petit sourire, son premier depuis des semaines. Nous nous sommes assis sur la terrasse alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, teignant le ciel de tons orange et rose. Le silence entre nous était confortable, plein de compréhension mutuelle. Je ne t'ai jamais remercié, dit soudain Antoine. Pour avoir eu le courage de me le dire. Je sais que cela a dû être aussi difficile pour toi que pour moi de l'entendre. J'ai hoché la tête, excité. Toute ta vie, j'ai essayé de te protéger de la douleur. Quand ton père est mort, j'ai juré que je ne laisserai plus jamais rien te blesser. Je ris doucement. Ce qui est un peu ridicule, n'est-ce pas ? Une mère âgée qui veut protéger un homme adulte. Ce n'est pas ridicule, dit Antoine en couvrant ma main de la sienne. C'est l'amour. Nous restâmes silencieux, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel nocturne.
Tu sais, dit-il finalement, même si ça fait mal en ce moment, tu m'as sauvé de quelque chose de bien pire. Imagine si nous nous étions mariés? Si nous avions eu des enfants? Et puis j'ai découvert. Je n'ai pas pu retenir les larmes qui coulaient sur mon visage ridé. Une mère c'est toujours, Antoine. Toujours. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit. La douleur n'a pas complètement disparu, ses blessures mettent du temps à cicatriser, mais Antoine allait de l'avant. Il reprend le travail avec un enthousiasme renouvelé, courant chaque matin le long de la corniche, la belle promenade du bord de mer de Marseille. Petit à petit, il a retrouvé sa joie de vivre. Quant à Camille, on a appris qu'elle avait déménagé à Lyon avec Laurent. Peut-être avez-vous trouvé le bonheur que vous recherchiez. Ou peut-être qu'un jour, je répéterai le même schéma. Ce n'est pas à moi de juger. Un après-midi d'automne, Antoine m'a invité à déjeuner dans un petit restaurant du Vieux-Port. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il semblait nerveux, vérifiant constamment sa montre. Suis-je en retard? Ai-je demandé en m'asseyant à table. Non, non, c'est juste. Il hésita, passant une main dans ses cheveux. J'ai invité quelqu'un à nous rejoindre. Avant qu'il puisse demander qui, une jeune femme s'approcha de la table. Il avait les cheveux bruns courts et un sourire timide. Maman, voici Sophie. Elle est pédiatre à l'hôpital. Sophie, voici ma mère, Claire. Sophie tendit la main, ses yeux sincères rencontrant les miens. Antoine parle beaucoup de vous, Madame Dubois. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Pendant que nous discutions pendant le déjeuner, j'ai observé attentivement l'interaction entre les deux. La façon dont Sophie regardait Antoine avec un véritable intérêt et respect. La façon dont il lui souriait sans le désespoir de quelqu'un qui a peur de perdre quelqu'un, mais avec la sérénité de quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Et pour la première fois depuis longtemps, mon cœur se sentait léger. Parce qu'une mère le sait. Vous savez quand votre enfant souffre, et vous savez aussi quand il est sur le bon chemin vers le bonheur. Cette nuit qui a changé nos vies, la nuit où j'ai vu le message sur le téléphone de Camille, aurait pu n'être qu'un accident, une coïncidence du destin. Mais je préfère penser que c'est l'amour d'une mère qui m'a fait voir ce qu'il fallait voir, qui m'a donné le courage de faire ce qu'il fallait faire. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que nous faisons pour nos enfants. Nous ne pouvons pas éviter toute votre douleur, et nous ne devrions pas non plus le faire. Mais nous pouvons être là, stables comme des phares dans la tempête, éclairant le chemin pour qu'ils puissent trouver leur propre refuge. Et parfois, cela signifie avoir le courage de montrer la vérité, aussi douloureuse soit-elle, car le véritable amour, qu'il soit entre mère et enfant, entre amants ou entre amis, est toujours basé sur l'honnêteté. C'est la leçon la plus précieuse que j'ai apprise à 70 ans, que l'amour maternel ne consiste pas seulement à protéger nos enfants du monde, mais aussi à leur donner les outils nécessaires pour y faire face avec courage et intégrité. Quitte à être le messager de vérité déchirante. Et s'il y a une chose dont je veux qu'Antoine se souvienne quand je ne serai plus là, c'est celle-là, que sa mère l'aimait assez pour lui dire la vérité, même s'il aurait été tellement plus facile de se taire. Que feriez-vous à ma place? Vous avez peut-être également dû prendre des décisions difficiles pour protéger vos enfants ou petits-enfants. Notre sagesse à 70 ans vient des expériences que nous vivons, des batailles auxquelles nous sommes confrontés et de l'amour que nous portons dans notre cœur. Cette histoire vous a-t-elle touché? J'aimerais savoir. Laissez votre commentaire en me disant si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou ce que vous auriez fait à ma place. Vos expériences sont précieuses et peuvent aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'est grâce à nos histoires partagées que nous maintenons vivante la sagesse que seules les années peuvent apporter. Chaque inscription est une incitation à continuer de partager ces récits qui reflètent nos vies, nos amours et nos défis. Jusqu'à la prochaine histoire. N'oubliez pas, nous ne sommes jamais trop vieux pour défendre ce que nous aimons.